En silence, d'un pas lent et grave, l'apparition approcha. Quand elle arriva près de Scrooge, celui-ci mit un genou en terre, car dans l'air même où il se déplaçait, cet esprit semblait répandre la tristesse et le mystère. Une longue robe d'un noir intense l'enveloppait tout entier et cachait sa tête, son visage, la forme de son corps, ne laissant apercevoir qu'une main tendue. Sans cette main, il eût été difficile de distinguer cette silhouette des ombres de la nuit et de la séparer de l'obscurité qui l'entourait. Lorsque l'apparition vint se placer à ses côtés, Scrooge sentit qu'elle était grande et majestueuse, et que sa présence mystérieuse l'emplissait d'une crainte solennelle. Mais il n'en apprit pas davantage, car l'esprit ne prononça aucune parole, ne fit aucun geste. « Je suis en présence du fantôme des Noëls à venir » dit Scrooge. L'esprit ne répondit pas, mais la main tendue en avant indiqua la voix. « Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveront dans la suite des temps, » poursuivit Scrooge. « Est-ce cela, esprit ?» La partie supérieure de la robe se contracta un instant par le rapprochement de ses plis, comme si l'esprit avait incliné la tête. Ce fut la seule réponse qu'obtint Scrooge. Quoiqu'il eût déjà bien l'habitude de fréquenter des esprits, Scrooge craignait tant cette forme silencieuse que ses jambes se mirent à trembler et à se dérober lorsqu'il se prépara à suivre l'esprit. Celui-ci s'arrêta un instant, comme s'il avait remarqué son trouble, et lui laissait le temps de se remettre. Mais Scrooge n'en fut que plus agité. Un frisson d'horreur vague, confuse, lui parcourut le corps à l'idée que, derrière ce sombre linceul, des yeux de fantôme étaient attentivement fixés sur lui, et que, malgré tous ses efforts, ses propres yeux ne distinguaient qu'une main de spectre et une grande masse noire. « Fantôme de l'avenir !» s'exclama-t-il. « Je vous redoute plus qu'aucun des spectres que j'ai déjà vus. Mais comme je sais que vous voulez mon bien, et que j'espère vivre pour devenir autre que celui que j'étais, je suis prêt à vous tenir compagnie, le cœur reconnaissant. Ne voulez-vous donc pas me parler ?» Pas de réponse. La main était toujours tendue, droit devant eux. « Guidez-moi, » dit Scrooge. « Guidez-moi. La nuit avance rapidement, c'est un temps précieux pour moi, je le sais. Esprit, guidez-moi. » Le fantôme s'éloigna de la même manière qu'il s'était approché. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe, et il lui sembla que cette ombre le soulevait et l'emportait. On ne pourrait dire précisément qu'ils entrèrent dans la ville. Ce fut plutôt la ville qui sembla surgir autour d'eux et les entourer d'elle-même. Toujours est-il qu'ils y étaient, en son cœur même, à la bourse, parmi les négociants qui allaient et venaient d'un pas pressé, faisaient sonner l'argent dans leurs poches, causaient affaires en groupe, regardaient leurs montres et jouaient d'un air pensif avec leurs grands cachets d'or, et ainsi de suite, comme Scrooge les avait souvent vus faire. L'esprit s'arrêta à côté d'un petit groupe d'hommes d'affaires. Scrooge, qui avait remarqué que la main était tendue dans leur direction, s'approcha pour écouter la conversation. « Non, disait un homme grand et gros au menton monstrueux. Quoi qu'il en soit, je ne sais que peu de choses. Je sais seulement qu'il est mort. »« C'est arrivé quand ?» demanda un autre. « La nuit dernière, je crois. »« Mais de quoi est-il mort ?» s'enquit un troisième en prenant une énorme prise de tabac dans une très grande tabatière. « Je croyais qu'il ne mourrait jamais. »« Oh, Dieu seul le sait !» reprit le premier avec un bâillement. « Qu'a-t-il fait de son argent ?» demanda un monsieur au visage rubicond et dont le bout du nez s'ornait une excroissance charnue qui pendillait et s'agitait comme les caroncules d'un dindon. « Oh, je n'ai pas entendu parler, hein !» fit l'homme au gros menton en bâillant de nouveau. « Un legs à sa firme, peut-être. Pas à moi, en tout cas, c'est tout ce que je sais. » Cette plaisanterie fut accueillie par un éclat de rire général. Interlocuteurs et auditeurs se dispersèrent et allèrent se mêler à d'autres groupes. Scrooge connaissait tous ces hommes. Il tourna son regard vers l'esprit pour lui demander une explication. Le fantôme se glissa dans une rue et montra du doigt deux individus qui s'abordaient. Scrooge se remit à écouter, croyant trouver là l'explication. Il connaissait également très bien ces hommes-là. C'étaient deux négociants, des gens très riches et très influents. Il avait toujours pris soin de se faire estimer d'eux, au point de vue des affaires, s'entend, purement et simplement au point de vue des affaires. « Comment vous portez-vous » dit l'un. « Et vous » répondit l'autre. « Bien, fit le premier. Le malin a donc enfin repris son bien, hein ?»« À ce qu'il paraît, répliqua le second. Il fait froid, n'est-ce pas ? Un temps de saison. Vous ne patinez pas, j'imagine. Oh, non, non, bien autre chose à penser. Bonne journée !» Pas un mot de plus. C'est ainsi que se passèrent leurs rencontres, leurs conversations et leur séparation. Au début, Scrooge avait tendance à s'étonner que l'esprit attachât de l'importance à des conversations en apparence si banales. Mais convaincu qu'elles devaient avoir un sens caché, il se mit à réfléchir à ce que cela pouvait bien être. Il était difficile de supposer qu'elles avaient le moindre rapport avec la mort de Jacob, son vieil associé, car cette mort appartenait au passé, et le domaine de ce fantôme, c'était l'avenir. Il ne voyait personne non plus dans son entourage proche à qui les appliquer. Toutefois,
quelle que fût l'identité de la personne à qui elle s'appliquait, à n'en pas douter, elle contenait quelque morale secrète qui ferait de lui un homme meilleur. Il résolut donc de garder précieusement en mémoire tout ce qu'il entendrait et verrait, mais surtout d'observer attentivement son ombre à lui lorsqu'elle lui apparaîtrait. Car il escomptait bien que la conduite de ce lui-même du futur lui fournirait l'indice manquant et lui permettrait de trouver sans peine la solution de toutes ces énigmes. Ils quittèrent ce lieu affairé pour se rendre dans un quartier obscur de la ville où Scrooge n'avait pas encore pénétré, quoiqu'il en connût parfaitement l'emplacement et la mauvaise renommée. Les rues étaient étroites et très sales, les boutiques et les maisons misérables, les gens ivres en savates, hideux et à demi nus. Pareil à des égouts, les ruelles et les passages voûtés vomissaient dans ce labyrinthe de rues leurs odeurs repoussantes, leurs immondices et leur ignoble humanité. Et tout le quartier empestait le crime, la crasse et la misère. Au fond de ce repère infâme, il y avait une boutique basse qui faisait saillie sous le toit d'un appentis, et où l'on pouvait se procurer de la ferraille, des vieux chiffons, des vieilles bouteilles, des os et des déchets tout gras. Assis au milieu des marchandises dont il faisait le commerce, près d'un réchaud à charbon de bois fait de vieilles briques, se trouvait un vieux fripon aux cheveux blanchis par l'âge, de près de 70 ans. Il s'était fait un écran pour se protéger de l'air froid du dehors au moyen d'un rideau crasseux, composé de lambeaux dépareillés suspendus à une corde, et il fumait sa pipe en savourant sa paisible solitude. Scrooge et le fantôme se retrouvèrent en présence de cet homme, juste au moment où une femme chargée d'un lourd paquet entra discrètement dans la boutique. Mais à peine venait-elle d'y pénétrer qu'une autre femme, pareillement chargée, entra à son tour. Cette dernière fut suivie de près par un homme vêtu d'un habit noir râpé, qui ne parut pas moins surpris de les voir qu'elle ne l'avait été de se reconnaître l'une l'autre. Au bout de quelques instants de stupéfaction muette, au cours desquels le vieil homme à la pipe s'était joint à leur groupe, ils éclatèrent de rire tous les trois. « On peut compter sur la femme de ménage pour arriver la première !» s'écria celle qui était entrée d'abord. « On peut compter sur la blanchisseuse pour arriver en second, et sur le croque-mort pour arriver le troisième. Dites donc, le vieux Joe, en voilà un hasard. On dirait bien qu'on se retrouve tous les trois ici sans même s'être donné le mot. »« Vous n'auriez pas pu mieux choisir l'endroit, » dit le vieux Joe en retirant la pipe de sa bouche. « Venez au salon. Ça fait longtemps que tu y as tes entrées, tu le sais bien. Et les deux autres, c'est pas des étrangers non plus, va. Attendez que je ferme la porte de la boutique. Oh, ce qu'elle hurle! Y a pas ici de bout de métal plus rouillé que ses gonds, je crois bien. Et y a pas ici d'eau aussi vieux que les miens pour sûr. Nous sommes tous là où il faut et tous bien assortis. Venez au salon. Allez, venez. » Le salon était l'espace séparé de la boutique par le rideau de loques. Le vieil homme remua le feu avec un vieux barreau de rampe d'escalier. Puis il moucha sa lampe fumeuse, car il faisait nuit, avec le tuyau de sa pipe avant de le remettre dans sa bouche. Pendant ce temps-là, la femme qui avait déjà parlé jeta son paquet à terre. D'un air de bravade, elle s'assit sur un tabouret et se croisa les bras sur les genoux, en regardant hardiment les deux autres comme pour les défier. « Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire, madame Dilbert ?» dit-elle. « On a bien le droit de penser d'abord à soi. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il a toujours fait. »« Ah, ça, c'est bien vrai, » fit la blanchisseuse. « Personne plus que lui, hein. » »« Eh ben alors, pas besoin de rester là à regarder fixement, la mère, comme si vous aviez peur. Qui le saura? On va quand même pas se chercher la petite bête, je suppose. »« Ah, ça, non !» dirent en même temps madame Dilbert et l'homme. « Ce serait malheureux. »« Eh ben alors, s'écria la femme, ça suffit comme ça. Et à qui est-ce qu'elle manque, ces babioles? Pas un mort, je suppose. »« Ah, ça non !» dit madame Dilbert en riant. « S'il voulait les conserver après sa mort, ce méchant vieux grigou, poursuivit la femme, pourquoi n'a-t-il pas été comme tout le monde quand il était en vie? Si ça avait été le cas, il aurait eu quelqu'un pour s'occuper de lui lorsque la mort est venue le frapper, au lieu de rester tout seul dans son lit à rendre le dernier soupir. »« Alors là, on n'a jamais rien dit de plus vrai, ajoutait madame Dilbert. Il n'a eu que ce qu'il méritait. »« À mon goût, il aurait pu en avoir un peu plus encore, répliqua la femme, et il en aurait effectivement eu plus compté sur moi si j'avais pu mettre la main sur autre chose. Ouvre donc ce paquet, vieux Joe, et voyons ce que cela vaut. Parle franchement. J'ai pas peur de passer la première, ni que les autres ils aillent le voir. Avant de se rencontrer ici, on savait très bien qu'on se servait, je crois. Il n'y a pas de mal à cela. Allez, ouvre le paquet, Joe. » Mais ses amis, pleins de courage, ne voulurent pas le permettre. Et l'homme à l'habit noir râpé, montant le premier sur la brèche, produisit le sien de butin. Celui-ci n'avait rien de considérable. Un cachet ou deux, un porte-crayon, une paire de boutons de manche et une broche sans grande valeur. Voilà tout. Le vieux Joe examina individuellement et estima chacun de ces objets. À la craie, il inscrivit sur le mur les sommes qu'il était disposé à donner pour chacun d'eux, et en fit le total lorsqu'il vit qu'il n'y avait plus d'autres articles. « Voilà ce qui vous revient, dit-il, et je ne donnerai pas un sou de plus, quand bien même on devrait me faire rôtir à petit feu. À qui le tour ?» C'était le tour de madame Dilbert. Des draps et des serviettes de toilette, quelques vêtements, 2 cuillères à thé en argent, modèle ancien, une pince à sucre et quelques bottines.
On lui fit son compte sur le mur de la même manière. « Ah, je donne toujours trop aux dames, c'est une de mes faiblesses. Et c'est comme ça que je me ruine, hein, dit le vieux Joe. Voilà ce qui vous revient. Si vous me demandiez un sou de plus à débattre, je me repentirais d'avoir été si généreux et je baisserais d'une demi-couronne. Et maintenant, Joe, défais le mien de paquet, dit la première femme. Joe se mit à genoux pour se faciliter la tâche, et, après avoir défait une grande quantité de nœuds, il tira du paquet une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre. « Qu'est-ce que c'est que ça, selon toi » dit-il. « Des rideaux de lit ?»« Ha ha !» répondit en riant la femme, et elle se pencha en avant les bras croisés. « Des rideaux de lit !»« Tu vas pas me faire croire que tu les as enlevés, les anneaux et tout, pendant qu'il était encore là sur son lit ?» demanda Joe. « Mais si !» répliqua la femme. « Et pourquoi pas ?»« Allons, tu es né pour faire fortune, dit Joe, et tu y arriveras certainement. Je vais certainement pas me retenir la main quand il suffit de l'étendre pour prendre quelque chose. Par égard pour un homme comme lui. Ça tu peux me croire, Joe, rétorqua calmement la femme. Et ne laisse pas tomber de cette huile sur les couvertures, hein, maintenant. Ces couvertures, à lui demanda Joe. Et à qui d'autre que tu crois répondit-elle. Il risque pas d'attraper froissant, si tu veux mon avis. J'espère au moins qu'il n'est pas mort de quelque chose de contagieux, hein, dit le vieux Joe en interrompant son travail et en relevant la tête. Pas besoin d'avoir peur pour ça, répliqua-t-elle. Si ça avait été le cas, je suis pas assez folle de sa compagnie pour traîner près de lui, tout ça pour ça. Ouais, tu peux t'user les yeux et examiner cette chemise, hein. Tu trouveras pas le moindre trou, ni même un endroit élimé. C'était sa meilleure, et elle est belle. Sans moi, elle se serait fait gaspiller. Qu'est-ce que t'appelles gaspiller demanda le vieux Joe. L'allumette pour l'enterrer avec, pour sûr, répondit-elle en riant. Il y a eu quelqu'un d'assez stupide pour faire ça. Mais je la lui ai enlevée. Si du calicot n'est pas assez bon pour un tel usage, alors c'est qu'il est pas assez bon pour rien. C'est tout aussi saillant sur un corps, hein. Le bonhomme ne peut pas être plus laid qu'il était avec celle-ci. Scrooge écoutait ce dialogue avec horreur. Tous ces gens-là, assis en groupe autour de leur butin à la faible lueur de la lampe du vieil homme, lui causaient un sentiment d'aversion et de dégoût qui n'aurait guère été moins prononcé si ça avait été des démons hideux en train de marchander le cadavre lui-même. Poursuivit la même femme en riant lorsque le vieux Joe sortit un sac de flanelle contenant de l'argent et compta à chacun sur le plancher la somme qui lui revenait. Et voilà comment ça se finit, vous voyez. De son vivant, il a fait fuir tout le monde, tout ça pour nous en faire profiter après sa mort. Pfff. Esprit, dit Scrooge en frissonnant de la tête aux pieds. Je comprends. Le cas de ce malheureux pourrait être le mien. C'est là que mène une vie comme la mienne maintenant. Seigneur miséricordieux, que vois-je ? Il recula de terreur, car la scène avait changé, et maintenant voici qu'il touchait presque un lit. Un lit nu, sans rideau, et sur lequel, complètement recouvert d'un drap déchiré, gisait quelque chose dont le silence même révélait la nature en un terrible langage. La chambre était très sombre, trop sombre pour être observée avec exactitude. Obéissant à une impulsion secrète, désireux qu'il était de savoir de quel genre de chambre il s'agissait, Scrooge y promena pourtant ses regards curieux. Une pâle lumière montait du dehors et tombait directement sur le lit. Et sur ce lit se trouvait le cadavre de cet homme, dépouillé, abandonné de tous, sans personne pour le veiller, le pleurer et lui rendre les derniers hommages. Scrooge jeta un regard vers le fantôme, qui de sa main immobile lui indiquait la tête du mort. On l'avait recouverte avec tant de négligence qu'il aurait suffi à Scrooge de soulever à peine le drap du bout du doigt pour mettre ce visage à nu. Scrooge y songea, il comprit combien c'était facile à faire et en éprouva le vif désir. Mais il ne fit pas davantage en son pouvoir d'écarter ce voile que de renvoyer l'apparition qui se tenait à côté de lui. « Esprit, dit-il, ce lieu est effrayant. Lorsque je vais le quitter, la leçon qu'il me donne ne me quittera pas l'esprit. Croyez-moi. Partons !» Mais toujours de son doigt immobile, le fantôme indiquait la tête du mort. « Je vous comprends, répondit Scrooge. Et je le ferais si je pouvais. Mais je n'en ai pas le pouvoir. Esprit, je n'en ai pas le pouvoir. » Celui-ci sembla le regarder de nouveau, avec une attention marquée. Le fantôme le guida à travers plusieurs rues qui lui étaient familières. Tout en le suivant, Scrooge regardait d'un côté et de l'autre, dans l'espoir de retrouver sa propre image. Il ne la vit nulle part. Ils entrèrent dans la maison du pauvre Bob Cratchit, dans cette demeure qu'il avait déjà visitée. Ils y trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Ils étaient calmes, très calmes. Les bruyants petits Cratchit étaient tous deux dans un coin, immobiles, comme des statues. Ils avaient les yeux levés vers Peter qui tenait un livre ouvert devant lui. La mère et ses filles cousaient. Mais qu'ils étaient donc calmes! La mère posa son ouvrage sur la table et porta une main au visage. « Ah, la couleur me fait mal aux yeux, dit-elle. La couleur? Oh, pauvre petit Tim! Ils vont mieux maintenant, dit la femme de Cratchit.
C'est de travailler à la bougie qui les fatigue. Mais je ne voudrais pour rien au monde laisser votre père voir mes yeux fatigués quand il rentrera. Ce doit être bientôt son heure. Elle est même passée, répondit Peter en fermant son livre. Mais il va un peu moins vite, je trouve, depuis quelques soirs, mère. Le calme régna à nouveau parmi eux. D'une voix ferme et gaie qui n'hésita qu'une seule fois, la mère finit par reprendre. J'ai connu un temps où il marchait vite, très vite même, en portant petit Tim sur ses épaules. Et moi aussi, s'écria Peter. Souvent. Et moi aussi, s'exclama un autre. Et c'était pareil pour tous. Oui, mais petit Tim était très léger à porter, reprit la mère, penchée attentivement sur son ouvrage. Et puis, son père l'aimait tellement que ce n'était rien. Oh, vraiment rien. Oh, mais voici votre père, il est à la porte. Elle se précipita à sa rencontre. Le petit Bob entra sans avoir enlevé son cache-nez. Il en avait bien besoin, pauvre diable. Son thé était prêt, au chaud sur la grille, et ce fut à qui le lui servirait le mieux. Puis les deux petits Cratchit grimpèrent sur ses genoux et posèrent chacun une petite joue contre le visage de leur père, comme pour lui dire « N'y pense plus, mon père, n'aie pas trop de chagrin. » Bob se montra très gai avec eux. Il eut une parole agréable pour chacun. Il regarda l'ouvrage qui était posé sur la table et complimenta Madame Cratchit et les filles sur leur courage et leur rapidité. Elles auraient terminé bien avant dimanche, assura-t-il. Dimanche? Tu y es donc allé aujourd'hui, Robert? Lui dit sa femme. Oui, ma chérie, répondit Bob. Si seulement tu avais pu venir aussi, ça t'aurait fait du bien de voir comme cet endroit est verdoyant. Mais tu iras le voir souvent. Je lui ai promis que j'irais m'y promener le dimanche. Mon petit, mon tout petit, s'écria Bob. Mon tout petit. Il éclata brusquement en sanglots sans parvenir à se retenir. S'il y était parvenu, c'est qu'il aurait été moins proche de son enfant, peut-être. Ils se rapprochèrent tous du feu et se mirent à bavarder. Les filles et leur mère continuaient à coudre. Bob leur parla de l'extraordinaire bonté du neveu de M. Scrooge, qu'il n'avait pourtant vu qu'une fois à peine. Lorsque ce jour-là, ce monsieur l'avait rencontré dans la rue et l'avait vu un peu, oh, juste un peu abattu, voyez-vous, dit Bob. Il lui avait demandé ce qui lui arrivait de si fâcheux. Sur quoi, poursuivit Bob, car c'est bien le monsieur le plus affable qu'on puisse voir, eh bien je lui ai tout raconté. Je suis sincèrement désolé pour vous, monsieur Cratchit, m'a-t-il dit, pour vous et pour votre bonne épouse. À propos, comment a-t-il pu savoir cela, je n'en sais rien. Savoir quoi, mon chéri? Eh bien, que tu es une bonne épouse, répliqua Bob. Mais tout le monde le sait, dit Peter. Très bonne observation, mon garçon, s'écria Bob. J'espère que tu as raison. Sincèrement désolé, m'a-t-il dit, pour votre bonne épouse. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit, a-t-il ajouté en me remettant sa carte, voici mon adresse. Je vous en prie, venez me trouver. Eh bien, j'ai été ravi. Pas tant de ce qu'il pourrait un jour faire pour nous que de sa gentillesse naturelle. On aurait vraiment dit qu'il avait connu notre petit Tim et compatissait à notre peine. Je suis sûre que c'est un brave homme, dit Madame Cratchit. Ah, t'en serais encore plus sûre, ma chérie, si tu pouvais le voir et lui parler. Retiens bien ce que je vais te dire. Je ne serais pas du tout étonnée s'il faisait avoir une meilleure place à notre Peter. T'entends cela, Peter? Dit Madame Cratchit. Et alors? S'écria l'une de ses sœurs. Peter fera la cour à une demoiselle, et il se mettra en ménage. De quoi je me mêle? Rétorqua Peter avec un large sourire. Ça finira bien par arriver un de ces jours, dit Bob, même si tu as tout le temps d'y songer, mon garçon. Mais peu importe la façon dont nous nous séparerons les uns des autres, et le moment où cela se produira. Je suis sûr qu'aucun parmi nous n'oubliera le pauvre petit Tim, n'est-ce pas? Ni cette première séparation chez nous. Jamais, père, s'écrièrent-ils tous. Et je sais, mes chéris, dit Bob, que lorsque nous nous souviendrons de sa patience et de sa douceur, alors qu'il n'était qu'un tout petit, nous ne songerons pas facilement à nous quereller, car ce serait oublier le pauvre petit Tim. Non, jamais, père, répétèrent-ils tous. J'en suis très heureux, dit le petit Bob. Ouais, très heureux. Madame Cratchit l'embrassa, ses filles l'embrassèrent, les deux petits Cratchit l'embrassèrent, Peter et lui se serrèrent la main. Esprit de petit Tim, dans ton essence enfantine, tu émanais de Dieu. Spectre, dit Scrooge, quelque chose me dit que le moment de nous séparer approche. Je le sais sans savoir comment. Dites-moi, qui était donc cet homme que nous avons vu sur son lit de mort? Comme auparavant, mais à une époque différente, se dit-il, car ces dernières visions semblaient ne pas avoir d'ordre, simplement elles appartenaient à l'avenir. Le fantôme des Noëls à venir le conduisit dans des endroits fréquentés par les hommes d'affaires, sans toutefois lui montrer son autre lui-même. D'ailleurs, l'esprit ne s'arrêta nulle part, il allait droit devant lui, un but précis en tête, semblait-il, et n'interrompit sa course que lorsque Scrooge l'implora de s'arrêter un instant. « C'est dans cette cour que nous traversons si vite que se trouve mon lieu de travail, dit Scrooge, et depuis longtemps.
J'aperçois la maison. Laissez-moi contempler ce que je serai dans les jours à venir. » L'esprit s'arrêta. Sa main était tendue dans une direction différente. « Mais la voilà la maison !» s'exclama Scrooge. « Pourquoi m'indiquez-vous un endroit plus loin ?» L'inexorable doigt ne changea pas de direction. Scrooge courut à la fenêtre de son bureau et regarda à l'intérieur. C'était toujours bien un bureau, mais pas le sien. Le mobilier n'était pas le même, et celui qui était installé dans le fauteuil n'était pas lui. Le fantôme faisait toujours le même geste. Tout en se demandant où et pourquoi il était parti, Scrooge rejoignit le fantôme et le suivit jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière. C'était donc ici, sous terre, que gisait le malheureux dont Scrooge devait encore apprendre le nom. C'était un endroit remarquable, un endroit emmuré par des maisons avoisinantes, envahi par le gazon et les herbes sauvages, signe de la mort de la végétation plutôt que de sa vie. Un endroit encombré du trop-plein des sépultures, engraissées jusqu'à satiété. Oh, un endroit remarquable. Debout au milieu des tombes, l'esprit en indiquait une. Scrooge s'en approcha en tremblant. Le fantôme n'avait pas changé d'aspect. Dans sa forme solennelle pourtant, Scrooge effrayé crut reconnaître un augure nouveau. « Avant que je ne fasse un pas de plus vers la pierre tombale que vous me montrez, lui dit-il, répondez à cette seule question. Ces ombres, sont-elles celles de ce qui doit être, ou seulement de ce qui peut être ?» Le doigt baissé, l'esprit désignait la tombe près de laquelle il se tenait. « Les actions humaines présagent certaines conséquences qui deviennent inévitables si l'homme persévère dans cette voie. Mais s'il y renonce, alors les conséquences changent. Dites-moi qu'il en est ainsi, de tout ce que vous me montrez. » L'esprit était toujours aussi immuable. Scrooge s'approcha de lui, furtif, tremblant. Il suivit la direction du doigt, et sur la pierre de la tombe abandonnée, il lut son propre nom. Ebenezer Scrooge. « C'est donc moi l'homme que j'ai vu sur son lit de mort ?» s'écria-t-il en se jetant à genoux. Le doigt se pointa vers lui avant de se diriger vers la tombe, comme avant. « Non, esprit! Oh non, 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 non !» Mais toujours, le doigt était là, tendu. « Esprit !» s'écria Scrooge en se cramponnant à sa robe. « Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne serai jamais plus l'homme que j'aurais dû être si je ne vous avais connu. Pourquoi me montrer toutes ces choses s'il n'y a plus aucune espérance pour moi ?» Pour la première fois, on eût dit que la main tremblait. « Bon esprit !» poursuivit Scrooge en se prosternant à ses pieds. « Votre cœur vous dicte d'intercéder pour moi, de me prendre en pitié. Donnez-moi l'assurance qu'en changeant de vie, je puis encore modifier ces ombres que vous m'avez montrées. » La main bienveillante fut prise de tremblement. « J'honorerai Noël dans mon cœur et tâcherai d'en conserver le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Leurs trois esprits ne me quitteront plus, car je ne veux pas rester sourd aux leçons qu'ils m'ont enseignées. Oh, dites-moi que je puis effacer l'inscription gravée sur cette pierre !» Dans son angoisse, il saisit la main du spectre. Elle voulut se dégager, mais il l'en empêcha, car il avait puisé de la force dans sa prière. L'esprit, plus fort pourtant, le repoussa. Les mains levées pour le supplier une dernière fois d'inverser sa destinée, Scrooge vit le capuchon et la robe du fantôme changer d'aspect. L'esprit rapetissa, s'affaissa sur lui-même et s'amenuisa pour faire place enfin à une colonne de lit. Oui, et cette colonne de lit était la sienne. C'était celle de son propre lit, dans sa propre chambre. Mais le mieux, le plus heureux de tout, c'était que le temps à venir lui appartenait aussi pour réparer ses torts. « Oh, je veux vivre dans le passé, le présent et l'avenir !» répéta Scrooge en dégringolant de son lit. « Les leçons des trois esprits demeureront gravées dans ma mémoire. Oh, Jacob Marley, que le ciel et la fête de Noël soient loués pour ce qui arrive. Je le dis à genoux, vieux Jacob, à genoux !» Il était si agité, si échauffé par toutes ses bonnes résolutions, que c'est à peine si sa voix brisée lui obéissait. Il avait sangloté violemment au cours de sa lutte avec l'esprit, et son visage était baigné de larmes. « Ils ne sont pas arrachés !» s'écria-t-il en étreignant un de ses rideaux de lit. « Ils ne sont pas arrachés, ni les anneaux non plus. Ils sont ici, je suis ici. Les ombres des choses qui auraient pu se réaliser peuvent se dissiper. Et elles le feront, oh, je le sais !» Pendant ce temps, ses mains s'affairaient avec ses vêtements. Il les retournait à l'envers, les enfilait sans dessus-dessous. Il les déchirait, les égarait, les rendait enfin complices de toutes sortes d'extravagances. « Oh, je ne sais que faire !» s'écria-t-il riant et pleurant à la fois. « Je suis léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. Joyeux Noël à tous! Bonne année au monde entier !» Il avait gambadé jusque dans le salon, où il s'était arrêté complètement hors d'haleine. « Oh, voilà bien la casserole qui contenait le gruau !» s'exclama-t-il. Et il s'élança de plus belle et se remit à gambader autour de la cheminée. « Voilà la porte par laquelle est entré le fantôme de Jacob Marley. Voilà le coin où s'est assis l'esprit de Noël présent.
Et voilà la fenêtre par laquelle j'ai vu les esprits errants. Oh, tout est à sa place, tout est vrai, tout est arrivé. Vraiment, pour un homme qui en avait perdu la pratique depuis tant d'années, c'était un rire splendide, un rire tout à fait magnifique, le père d'une longue, longue lignée de rires éclatants. « Oh, je ne sais pas quel jour du mois nous sommes aujourd'hui, » continua Scrooge. « Je ne sais pas combien de temps je suis demeuré avec les esprits, je ne sais rien, je suis tout à fait comme un bébé. Oh, cela m'est bien égal, je préfère être un bébé. » Il courut à la fenêtre, l'ouvrit et passa la tête dehors. Pas de brouillard, ni de brume, un froid clair, éclatant, un de ces froids qui vous égaient et vous ravigotent, un de ces froids qui jouent du pipeau pour faire danser le sang dans vos veines. Un soleil d'or, un ciel divin, un air frais et doux, des cloches joyeuses. Oh, superbe, superbe. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui » cria Scrooge de sa fenêtre à un petit garçon en habit du dimanche, un jeune flâneur qui était peut-être entré dans la cour par curiosité. « Hein » répondit le garçon tout ébahi. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui, mon bel ami » dit Scrooge. « Aujourd'hui » répondit le garçon. « Mais enfin, c'est le jour de Noël !»« Le jour de Noël !» se dit Scrooge. « Je ne l'ai donc pas manqué. Les esprits ont tout accompli en une seule nuit. Oh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, évidemment, évidemment qu'ils le peuvent. Hola, mon bel ami !»« Hola !» répondit le garçon. « Connais-tu la boutique du marchand de volailles, sur le coin à 2 rues d'ici ?» s'enquit Scrooge. « Ah, je crois bien que oui !» répondit le gamin. « Ah, un garçon plein d'intelligence, » dit Scrooge. « Un garçon remarquable. Sais-tu si l'on a vendu la belle dinde qui était accrochée à la devanture? Pas la petite, hein, la grosse. »« Quoi? Celle qui est aussi grosse que moi ?» reprit le garçon. « Oh, quel charmant garçon, » dit Scrooge. « C'est un plaisir de causer avec lui. Oui, mon bonhomme. »« Elle y est toujours ?» répondit le garçon. « Vraiment ?» dit Scrooge. « Eh bien, va l'acheter. »« Ah, farceur, va !» s'exclama le garçon. « Non, non !» dit Scrooge. « Je parle sérieusement. Va donc l'acheter, et dis-leur de me l'apporter ici pour que je leur dise où il faudra la livrer. Reviens avec le commis, et je te donnerai 1 shilling. Reviens avec lui en moins de 5 minutes, et je te donnerai une demi-couronne. » L'enfant partit comme une flèche. « Ha, je l'enverrai chez Bob Cratchit !» chuchota Scrooge en se frottant les mains et partant d'un éclat de rire. « Il ne saura pas d'où elle est venue. Elle est 2 fois plus grosse que Petit Tim. Ce sera une bonne plaisanterie de l'envoyer chez Bob. » Il écrivit l'adresse d'une main qui n'était pas très ferme, mais il y parvint tout de même, tant bien que mal, avant de descendre ouvrir la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volailles. Alors qu'il était là à l'attendre, il eut le regard attiré par le marteau de la porte. « Je l'aimerai toute ma vie !» s'écria Scrooge en le caressant de la main. « Et moi qui ne l'avais presque jamais regardé. Quelle expression honnête il a dans le visage. Ah, c'est un marteau merveilleux. Ah, voilà la dinde. Hola, comment allez-vous? Joyeux Noël !» C'en était une dinde, celle-là. Il n'aurait pas pu tenir sur ses pattes, ce volatile. Il les aurait brisées net en 1 minute, comme des bâtonnets de cire à cacheter. « Mais j'y pense, c'est impossible de porter cela jusqu'à Camden Town, » dit Scrooge. « Il vous faut un fiacre !» Le petit rire de Scrooge lorsqu'il prononça ces paroles, son petit rire lorsqu'il paya la dinde, son petit rire lorsqu'il paya le fiacre, et son petit rire lorsqu'il récompensa le garçon, ne furent surpassés que par son petit rire lorsqu'il se rassit, tout essoufflé dans son fauteuil, où il continua de rire jusqu'aux larmes. Il eut de la peine à se raser car il avait la main encore fort tremblante, et même lorsqu'on ne danse pas en se faisant la barbe, cela requiert de la concentration. Mais il se serait coupé le bout du nez qu'il aurait mis tout tranquillement un pansement sur l'entaille sans rien perdre de sa bonne humeur. Il revêtit tout ce qu'il avait de mieux et sortit enfin dans la rue. À cette heure, les gens affluaient comme il les avait vus faire en compagnie de l'esprit de Noël présent. Les mains derrière le dos, Scrooge marchait en les observant tous avec un sourire ravi. Il avait l'air si parfaitement aimable, en un mot, que 3 ou 4 jeunes gaillards lui dirent « Bonjour monsieur, joyeux Noël monsieur !» Plus tard, Scrooge affirma souvent que, de tous les sons agréables qu'il eût entendus dans sa vie, ceux-là avaient été les plus agréables à son oreille. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'il vit, qui se dirigeait de son côté, le monsieur corpulent qui était entré la veille dans son bureau et lui avait demandé « Scrooge Marley, si je ne m'abuse ?» Scrooge sentit une douleur lui traverser le cœur en songeant à l'opinion que le vieux monsieur aurait de lui au moment où ils se rencontreraient. Mais il savait quel parti prendre, et n'hésita pas. « Mon cher monsieur, » dit Scrooge en pressant le pas pour prendre les 2 mains du vieux monsieur, « comment vous portez-vous? J'espère que la quête a été bonne hier. C'était vraiment bon de votre part. Joyeux Noël, monsieur. »« Monsieur Scrooge ?»« Oui, dit Scrooge, c'est mon nom, et je crains qu'il ne vous soit pas des plus agréables. Permettez que je vous fasse des excuses. Voudriez-vous avoir la bonté... » Et Scrooge lui murmura quelques mots à l'oreille. « Est-il Dieu possible ?» s'écria le monsieur, comme suffoqué. « Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement ?»« Je vous en prie, dit Scrooge, pas 1 liard de moins.
Je ne fais que solder l'arriéré, je vous assure. Me ferez-vous cette grâce ?» « Mon cher monsieur, » reprit l'autre en lui serrant la main, « je ne sais que dire devant tant de munifi... »« Non ! Ne dites rien, je vous en prie, » interrompit Scrooge. « Venez me voir. Acceptez-vous de venir me voir ?»« Mais oui, je viendrai !» s'écria le vieux monsieur, et de toute évidence il en avait l'intention. « Merci, » dit Scrooge. « Je vous suis très reconnaissant. Je vous remercie 1000 fois. Dieu vous bénisse. » Il alla à l'église, parcourut les rues, regarda les gens qui allaient et venaient en grande hâte, donna aux enfants des petites tapes amicales sur la tête, interrogea des mendiants, plongea le regard dans les cuisines des maisons, le releva vers les fenêtres, et il constata que tout ce qu'il voyait pouvait lui donner du plaisir. Il ne s'était jamais imaginé qu'une promenade, que rien au monde, pût lui procurer tant de bonheur. L'après-midi, il dirigea ses pas vers la maison de son neveu. Il passa et repassa devant la porte une dizaine de fois avant de trouver le courage de monter les marches du perron et de frapper à la porte. Mais enfin, il s'élança et laissa retomber le marteau. « Votre maître est-il chez lui, ma chère enfant ?» dit Scrooge à la servante. « Un beau brin de fille, ma foi. »« Oui, monsieur. »« Où est-il, ma mignonne ?»« Dans la salle à manger, monsieur, avec madame. Je vais vous faire monter si vous le voulez bien. »« Merci, il me connaît, » reprit Scrooge, la main déjà posée sur le bouton de la porte de la salle à manger. « Je vais entrer ici, ma chère enfant. » Il tourna le bouton tout doucement, entr'ouvrit la porte et passa la tête de côté. Ils examinaient la table, qui était dressée comme pour un gala, car ces jeunes mariés sont toujours inquiets sur de telles questions et aiment à s'assurer que tout est comme il faut. « Fred !» dit Scrooge. Dieu du ciel, comme sa nièce par alliance sursauta. L'espace d'un instant, Scrooge avait oublié qu'il l'avait vu installé dans le coin, un tabouret sous les pieds, sans quoi il ne serait pas entré de la sorte. Sûrement pas. « Dieu me pardonne !» s'écria Fred. « Qui est donc là ?»« C'est moi, ton oncle Scrooge. Je viens dîner. Tu veux bien me laisser entrer, Fred ?» Le laisser entrer? Ah, peu s'en fallut que Fred ne lui démît le bras en lui serrant la main. En 5 minutes, Scrooge se sentit comme chez lui. On ne pouvait souhaiter accueil plus cordial. Sa nièce était toute pareille à son mari. De même que Topper, que la petite sœur Rondelette et que tous les autres lorsqu'ils arrivèrent à leur tour. Quelle réunion merveilleuse, quel jeu merveilleux, quelle unanimité merveilleuse, quel bonheur merveilleux. Mais le lendemain, Scrooge arriva de bonne heure à son bureau. Oh oui, de bonne heure. S'il pouvait seulement y arriver le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard, c'était sa plus chère préoccupation. Et il y réussit. Oui, il y réussit. L'horloge sonne à 9 heures, point de Bob. 9h15, point de Bob. Il arriva avec un retard de 18 minutes et demie bien compté. Scrooge était assis, la porte toute grande ouverte, pour le voir se glisser dans la citerne. Avant d'ouvrir la porte, Bob avait déjà ôté son chapeau et aussi son cache-nez. En un clin d'œil, il fut installé sur son tabouret et se mit à faire courir sa plume comme pour essayer de rattraper 9 heures. « Oh là !» grommela Scrooge, imitant de son mieux sa voix habituelle. « Qu'est-ce que cela veut dire d'arriver à une heure pareille ?»« Oh, je suis bien fâché, monsieur, » dit Bob. « Vous avez raison, je suis en retard. »« En retard ?» répéta Scrooge. « En effet, il me semble que vous l'êtes. Venez un peu par ici, s'il vous plaît. »« Oh, ce n'est qu'une fois l'an, monsieur, » fit Bob d'un ton suppliant en émergeant de sa citerne. « Cela ne se reproduira plus. Je me suis quelque peu amusé hier, monsieur. »« Alors laissez-moi vous dire ceci, mon ami, » rétorqua Scrooge. « Il est hors de question que je tolère ce genre de choses plus longtemps. Par conséquent, poursuivit-il en sautant à bas de son tabouret et en portant à Bob un tel coup dans l'estomac qu'il le fit reculer en trébuchant jusque dans sa citerne. Par conséquent, je vais immédiatement augmenter vos appointements. » Bob se mit à trembler et se rapprocha de la règle sur son bureau. Il lui vint un instant l'idée de s'en servir pour assommer Scrooge, puis de le saisir au collet et de demander de l'aide et une camisole de force aux gens qui passaient dans la ruelle. « Un joyeux Noël, Bob, » dit Scrooge avec un air trop sérieux pour qu'on puisse s'y méprendre et en lui tapant amicalement sur l'épaule. « Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous en ai offert depuis de longues années. Je vais augmenter vos appointements et m'efforcer de venir en aide à votre famille dans le besoin. Et dès cet après-midi, nous discuterons de vos affaires en buvant le bol traditionnel de punch fumant, Bob. Allumez les 2 feux et allez vite acheter un 2e seau à charbon avant de mettre un autre point sur un i, Bob Cratchit. » Scrooge tint parole, même mieux encore. Il fit tout ce qu'il avait promis et bien davantage encore. Et pour petit Tim, qui non, ne mourut pas. Il fut dorénavant un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, une aussi bonne personne qu'en connut la bonne vieille cité, ou toute autre bonne vieille cité, ville ou bourgade, de notre bon vieux monde. Il y en eut pour rire du changement qui s'était produit en lui, mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère. Il avait la sagesse pour savoir que, sur cette terre,
Il n'est jamais rien arrivé de bon qui n'ait commencé par en faire bien rire certains. Et comme il savait que ces gens-là seraient aveugles de toute façon, mieux valait, pensait-il après tout, avoir des rires autour des yeux à force de rire, que d'avoir cette maladie sous une forme moins agréable. Il riait lui-même jusqu'au fond du cœur, il n'en demandait pas davantage. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, et promit même de s'abstenir désormais de tout spiritueux. Et on disait toujours de lui que si quelqu'un sur cette terre savait vraiment fêter Noël, c'était bien lui. Puisse-t-on en dire autant de nous tous, et ainsi, comme disait Petit Tim, que Dieu bénisse chacun de nous.